une coalition, dans une sorte d'alliage qui n'est pas symétrique. Parce que si la majorité a 42 et vous avez 23, je crois que vous êtes à l'école primaire, celui qui a 42 est plus fort que celui qui a 23. Et voilà. Même si les décisions dépendent de celui, peut-être qu'il peut avoir 42, les décisions finales. Je vous dis que ça s'appelle un présidentialisme contrasté. Donc, le président de la République, tout ce qu'il peut faire, c'est refuser de signer l'ordonnance. En fait, le jeu, c'est de les amener à regarder dans le même sens, sur base d'un programme commun qu'ils ont élaboré. Mais c'est un régime qui fonctionne. Certains auteurs disent que le président de la République peut devenir un général sans troupes. Votre signature qui a fait passer M. Kabila. Si vous n'aviez pas signé, on ne serait pas là. Ce sont ce genre de bêtises qu'on raconte. Lorsque vous mettez une CENI asymétrique, c'est-à-dire la majorité a la majorité de membres et l'opposition à la minorité, vous voulez qu'après les votes, on fasse quoi? Qu'on se batte? Puisque vous avez vous-même créé l'inégalité et vous savez que ceux qui sont mis là-bas sont préparés pour créer la tricherie et la victoire de l'autre. Alors vous vous plaignez de Et quoi? en tant que professeur, pourquoi vous n'avez pas combattu l'organigramme de la CENI avant de l'intégrer? Est-ce que la cohabitation, qu'est-ce qui va être beaucoup plus aisé pour le président Félix Tshisekedi? Est-ce la cohabitation ou la coalition? Ça, c'est une question plutôt politique. Ce n'est pas une question constitutionnelle. C'est lui qui sent que dans une coalition, il peut porter, il peut mieux gérer l'affaire. Mais il y a deux pays. Je vous donne le cas de l'Ukraine dernièrement. Le président qui est arrivé, bon, lui avait une marge de manœuvre pour dire je ne partage pas cette vision, j'ai dissous le Parlement. Mais la dissolution du Parlement, c'est une bombe atomique. Il faut être sûr que cette bombe ne va pas vous revenir. Oui. Alors vous, en tant qu'expert de la question, est-ce que vous pensez que la bombe va revenir au président ou elle va aller de l'autre côté? Mais aujourd'hui, l'UDPS et sa coalition cash, ça pèse 45 ou 50 députés. Si le président de la République peut, dans ses analyses, se dire que la coalition cash peut passer de 50 à 250 ou 300, il n'a qu'à essayer. Mais les gens ont dit aussi que vous avez eu 5 millions de dollars pour accepter l'inacceptable. Mais j'aurais bien voulu avoir même 1 million, ça aurait été très intéressant. Si vous avez un président de la République qui n'a pas la majorité, comme c'est un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, le régime va évoluer vers un régime parlementaire. Alors, ce qui fait que la constitution faisant du gouvernement l'orchestre de conduite du jeu politique, c'est donc le chef de la majorité qui conduit l'action du gouvernement. Sauf le Premier ministre, si il est le chef de la majorité, mais s'il a été désigné par le vrai chef de la majorité, alors ça sera très bien. C'est le chef de la majorité, c'est le FCC, c'est Kabila, l'autorité morale qui est le chef de la majorité. D'accord. C'est lui qui, n'est-ce pas, a désigné le Premier ministre, qui est, n'est-ce pas, son envoyé. Je ne vais pas dire garçon de co. Le président de la République nomme le Premier ministre. Oui. Il le nomme où? Au sein du Parlement. Au sein de la majorité Et parlementaire. qui est le chef de la majorité parlementaire? En ce moment, c'est Kabila, on va dire. Alors, vous voulez quoi? Mais il faut assumer le choix, mes chers frères. Quand vous avez choisi un schéma, il faut aller jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça fragilise aujourd'hui Félix Tshisekedi, sérieusement? Ça ne fragilise pas Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi est dans un système constitutionnel étroit. Ce qu'on appelle même le présidentialisme contrasté. Parce qu'il est obligé de composer avec une majorité qui n'est pas la sienne. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas, c'est la Constitution. À moins qu'il attende une année, qu'il prenne le risque de dissoudre le Parlement, encore qu'il soit sûr que la majorité qui va revenir, ça serait une majorité qui va le soutenir.
Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no a weza susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On a bacha mani na kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment coquette? Ah ouais. Ni yo mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base, la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Dites-moi tout, après un long temps d'absence, on est de retour. Nous parlons de tout aujourd'hui. C'est vrai, nous recevons un professeur, un éminent professeur, le professeur Jacques Ndjouli. Je rappelle qu'au-delà du fait qu'il soit professeur, il est sénateur depuis 13 ans. Ici, on va parler avec lui sur des questions d'abord de notre gouvernement, de l'actualité politique, de la constitution, de notre appareil judiciaire. On essaiera de poser toutes les questions que l'on peut poser à un professeur, c'est-à-dire un savant, qui va nous expliquer. Je rappelle qu'il est aussi un cadre du MLC, donc au sein de la MOUCA. Parlons maintenant et posons des questions. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, d'abord je suis plus sénateur. Oui. Donc depuis janvier 2019, j'ai été élu député. Je suis donc dans l'autre chambre maintenant. Ça reste le Parlement. Donc vous êtes au Parlement. Je suis parlementaire. On va le dire. Alors, monsieur le professeur Sevray, avec vous, nous allons parler, c'est vrai, cette question de l'actualité politique. Aujourd'hui, de quel œil vous voyez la République démocratique du Congo? Un bateau qui chavire ou un avion qui a perdu la boussole? Chavirer, je dirais pas. Perdre la boussole, non plus. Okay. Mais nous tanguons. Alors, c'est dans quelle situation on se trouve exactement? Est-ce une situation volontaire? On est là parce qu'on veut être là, ou on a été piégé par les contextes du temps? Christian, vous avez remarqué, d'abord je dois vous dire que remercier de m'avoir invité. Depuis quelque temps, je me suis réservé d'intervenir dans l'actualité, comme on dit, brûlante. Parce que la situation de notre pays, en particulier, mais l'Afrique en général, nous invite à une introspection profonde pour partir du conjoncturel au structurel. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça tire dans tous les sens, fake news, buzz et autres. Mais je crois que il faut prendre le long terme. Oui. Le Congo a 60 ans d'histoire. Et si j'ai lu la Constitution, il dit l'une des causes fondamentales de crise politique qui domine notre vie et la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs, qui nous a mené à une crise profonde. L'Afrique en général, c'est un continent qui bat tous les records négatifs, et le Congo en particulier, au-delà de toutes ses richesses, se trouve pratiquement à la queue des États du monde. Donc ce qui nous invite à une analyse beaucoup plus sereine, parce que si nous avons le droit de gaspiller notre présent, nous n'avons pas le droit d'espérer un avenir. Non, de brader l'avenir de nos enfants. Ça, ce serait, je trouve, criminel. Malheureusement, nous sommes pris, emballés dans la farandelle de l'actualité, ce que vous me dites là, le gouvernement, les négociations. Mais aujourd'hui, nous n'avons même pas un cadre économique pour dire où est-ce que nous sommes. Nous sommes au mois de septembre, nous ne savons pas si nous avons un budget, nous n'avons pas un gouvernement. Donc, sans entrer dans cette métaphore que tu as dit,
qu'un continent qui tangue ou un avion sans boussole. Mais nous ne sommes pas très loin de cette situation et moi, ça me préoccupe au plus fort. Alors c'est pourquoi on est dans cette situation, monsieur le professeur. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ce sont les acteurs politiques qui se mettent ensemble pour nous plonger dans cette confusion ou nous sommes piégés par les contextes? Non, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement, au cœur de la vie, il y a l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Et il a donné à cet homme la capacité de transformer l'environnement dans lequel il vit. Donc, que tu sois au Groenland, c'est-à-dire dans un environnement de glaciaire, tu es obligé d'inventer des systèmes d'organisation, de méthodes pour survivre. Les Inuits font la pêche à travers le glace et ils se nourrissent du bon poisson. Que tu te retrouves dans le désert des Kalahari ou du Sahara, il faut développer des mécanismes de survie, sinon tu deviens un animal. Même un animal développe des instincts de survie. Donc, c'est là où, moi je ne dirais pas, nous ne sommes pas piégés, c'est que nous ne sommes pas capables, en tant que peuple, en tant que nation, de répondre aux défis de notre temps. C'est tout. Au-delà du fait que vous soyez professeur constitutionnel, du temps constitutionnel, vous êtes aussi un expert électoral. Alors, monsieur le professeur, réfléchissons un peu notre cursus électoral. Ça fait 3 fois que nous sommes allés aux élections, mais pourquoi n'y a-t-il pas une sorte d'observance ou une sorte d'évaluation? Est-ce une fuite des responsabilités ou une ignorance générale et globalisée? Je suis très heureux que vous posiez cette question. Vous savez, parfois lorsque je vais dans le débat, la première question qu'on me pose, oui, mais tu étais là en 2011, qu'est-ce que tu as pu faire? Mais en 2011, j'étais là, c'est vrai. Mais en 2006, l'MLC ou l'opposition aussi avait des représentants. Et après moi, c'était même la même chose, c'était l'UDPS qui a eu à poser un rapporteur. Ouais. Qui l'a récusé par la suite, mais on va la bloquer. Quoi. Donc, ce qui fait que, c'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas tomber dans la chaleur de l'actualité, mais il faut chercher la lumière de la profondeur. C'est-à-dire, prendre le 3 cycles, faire une évaluation, et dire, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, à chaque cycle, en 2006, c'était l'affrontement entre Jean-Pierre qui a abouti, n'est-ce pas, à un affrontement armé en plein centre-ville et qui a amené l'exfiltration de Jean-Pierre. En 2011, il y a eu cet affrontement entre l'UDPS où le président Tshisekedi a prêté serment seul à la 11e rue et notre gouvernement. Et qui, en 2018, nous sommes dans un scénario avec un président légal et un président légitime. Donc, si nous sommes un peuple sérieux, parce que j'ai déjà entendu des chants de sirènes qui disent oh, il faut dépolitiser la CENI. Donc en fait, c'est la politique du ventre, la politique du moment. On dit oui, non, que les autres partent, que nous arrivions. Mais discuter du processus de l'élection comme mode de construction d'une démocratie, de la qualité de notre démocratie, de la validité de notre système politique. Je cherche le plateau sur lequel on discute de ces questions. J'ai été invité par des gens qui se disent soi-disant société civile, qui m'ont dit qu'ils vont dépolitiser la CENI. Je leur ai dit, mais la CENI, vous allez dépolitiser pour mettre que la société civile. De ma foi, l'abbé Maloumal, c'était un prêtre, c'est la société civile. Toujours. Le pasteur Ngoïmou Lunda, société civile. Monsieur Corneille Nanga, il a été société civile. Alors, est-ce qu'il ne faut pas dépolitiser la société civile et non dépolitiser et autres? Donc, ce sont des faux débats. Alors, on parle de créer des inspections. Moi, je suis d'accord pour toutes les solutions. Mais je crois, et je l'avais demandé déjà en 2006, à 2011, il dit, j'attends des accusations. Mais que l'opposition, que la majorité, que la société civile, nous fassions un audit organisationnel, politique. Et vous n'avez pas peur d'être cité dans cet audit-là? Je suis prêt, parce que j'ai toujours demandé
un after-work C'est lesson. votre signature qui a fait passer M. Kabila. Si vous n'aviez pas signé, on ne serait pas là. Ce sont ce genre de bêtises qu'on raconte. Parce que c'est justement parce qu'on ne veut pas faire l'after-work lesson. C'est-à-dire, quelles sont les leçons qu'on tire? Lorsque vous mettez une CENI asymétrique, c'est-à-dire la majorité a la majorité de membres et l'opposition À la minorité. vous voulez que après les votes on fasse quoi? Qu'on se batte? Puisque vous avez vous-même créé l'inégalité et vous savez que ceux qui sont mis là-bas sont préparés pour créer la tricherie et la victoire de l'autre. Alors vous vous plaignez de Et quoi? en tant que professeur, pourquoi vous n'avez pas combattu l'organigramme de la CENI avant de l'intégrer? D'abord, si vous allez, j'ai eu à discuter de cet organigramme au sein du Sénat où j'étais membre. La loi électorale, ces foutues histoires de seuil ou de manœuvre. Mais allez au Sénat. Si vous allez au Sénat et vous cherchez les annales et le compte rendu analytique, vous allez retrouver tout ce que je dis. Et je suis heureux parce que il y a 2-3 semaines, vos amis, vos confrères de Radio Capi m'ont remis l'ensemble de mes interventions pendant 12 ans. Et ça fait un ouvrage de plus de 700 pages au gré des ondes où je retrouve mes propos chaque fois sur les organisations politiques qui vont aux élections, sur l'opposition qui va en ordre dispersé en 2011. Tout le monde savait, lorsqu'il y a eu les candidats de l'opposition de Fatima et de l'autre, on allait vers la division pour perdre. Mais les gens ont dit aussi que vous avez eu 5 millions de dollars pour accepter l'inacceptable. Mais j'aurais bien voulu avoir même 1 million, ça aurait été très intéressant. Alors, monsieur le professeur, c'est vrai, la question de la CENI continue à rester la même. Monsieur Corneille Nangaa s'en va tranquillement. Monsieur Bassengezi pense même devenir ministre dans ce pays. Alors, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une sorte de remerciement de gourous qui se disent, bon, parce que vous nous avez servi, allez en paix, allez en paix. Est-ce que ce n'est pas ça? Mais je crois que ce débat de personnes, c'est très intéressant, mais il faut se poser des questions structurelles. Lorsque ces personnes sont désignées à la CENI, qui ignore pourquoi ils sont désignés? Pourquoi ils sont désignés? Qui ignore? Qui ignore que ces gens-là viennent d'une famille politique pour venir protéger les intérêts de leur parti. Voilà. Lorsqu'on nomme les gens à la Cour constitutionnelle, qui ignorent que ces gens-là sont nommés pour être instrumentalisés et utilisés. Lorsqu'on fabrique une majorité, donc nous sommes dans un débat où on veut voir, comme je vous dis, la chaleur et non chercher la lumière. La lumière, c'est quoi? Un système politique qui s'est construit en forme de syndrome de mutation, de conservation et de monopolisation du pouvoir. C'est un système qui se bat pour se perpétuer, monopoliser, confisquer le pouvoir et utilise des structures. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle les structures de confiscation du pouvoir. À partir de ce moment-là, il faut développer des logiques pour faire face. Ce n'est pas une logique segmentée, vous dites un individu au sein de la CENI qui va bloquer ce système. C'est un combat de système prédatocratique face à un système qui se veut ou qui peut se faire, n'est-ce pas, démocratique. Donc ce sont ces deux combats-là. C'est ces combats-là. Est-ce que la solution ne serait pas, monsieur le professeur, de bannir la CENI carrément et de remettre les élections au niveau vous êtes dans les. Est-ce que je suis sûr que vous êtes dans les épiphénomènes? Vous êtes dans les épiphénomènes. Est-ce que vous savez qu'en Occident, ce qui organise les élections, c'est le ministère de l'Intérieur? Mais le ministre de l'Intérieur, qui a les valeurs démocratiques intériorisées en lui, ne peut pas venir proclamer élu même son président de la République dans son gouvernement. C'est-à-dire que la démocratie est ancrée dans la pensée, c'est une valeur
et que le mensonge, la tricherie sont bannis comme félonie. Donc il faut s'attaquer d'abord à ces antivaleurs-là. Voilà, c'est-à-dire que lorsque la CENI est mise en place, vous mettez une CENI asymétrique, non paritaire, où manifestement les gens qui sont appelés à les diriger sont téléguidés. Tout le monde le sait. Tout le monde sait pourquoi on a désigné Maloumal ou l'autre. Tout le monde le sait. Ou moi-même, je suis désigné de l'opposition. Mais j'ai une culture qui me dit je suis neutre face à des magouilleurs. Donc, à partir du moment où la logique du système, c'est de se reproduire, mais il y a eu deux façons de faire les choses. Soit vous faites une composition paritaire, c'est-à-dire s'il y a droit de l'opposition, il faut qu'il y ait droit de la majorité. Mais pourquoi il n'y a pas ce débat déjà en amont? Mais ce débat est faussé parce que déjà ceux qui peuvent mener les débats de manière sereine, comme la société civile, elle est même politisée. Elle est politisée. Alors, elle est intéressée. Alors le mal est profond, monsieur le professeur, donc on ne s'en sortira pas si on continue. Non, on peut s'en sortir si nous prenons en compte les mal et surtout quel est l'objectif. Si l'objectif c'est de construire un état de droit démocratique, l'état de droit démocratique se développe avec un certain nombre de principes, de règles et de mécanismes. Mais si vous voulez construire un état non démocratique sous le vernis de la démocratie, c'est-à-dire vous voulez mettre en place un état prédatocratique ou ce que nous appelons une anasocratie, c'est-à-dire un régime d'un homme appuyé par un groupe d'hommes et qui se perpétue. Donc cet homme-là, ou ces groupes d'hommes, vont structurer l'ensemble de jeux institutionnels, vont se donner une majorité fabriquée au réel pour conforter les jeux. Ils vont se donner une CENI pour se reproduire. Ils vont se donner une cour constitutionnelle chargée d'éliminer les candidats qui ne les arrangent pas et de fabriquer des résultats. Alors, c'est vrai, monsieur le professeur, mais allons-y maintenant, parce qu'on a parlé du problème. Parlons de l'élection du 30, l'élection dernière. On va se rappeler que le président élu, monsieur Félix Tshisekedi, je veux dire, qui est président mais qui n'a pas la majorité parlementaire, la question elle est beaucoup plus profonde. Comment on peut avoir un président qui n'a pas une force parlementaire? Est-ce que ça s'explique scientifiquement ou ça s'explique de façon de la tricherie? Mais je ne veux pas aller dans la tricherie. D'accord. Parce que on va me dire qu'il faut donner des preuves. Je vais prendre les faits. D'accord. La cohabitation peut exister ou elle peut être fabriquée. Il faut assumer. C'est-à-dire, dans un régime semi-présidentiel, et nous avons eu à voir ces leçons, on est dans un régime biélectif qui peut changer. C'est-à-dire c'est un régime qui est soumis à l'arithmétique politique de la majorité. En d'autres termes, si le président de la République bénéficie d'une majorité dans la Chambre, mais le régime va géométriquement, grâce à cette majorité politique, va géométriquement aller vers un régime présidentiel, voire même présidentialiste. Mais la deuxième hypothèse, c'est que si vous avez un président de la République qui n'a pas la majorité, comme c'est un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, le régime va évoluer vers un régime parlementaire. Alors, ce qui fait que la constitution faisant du gouvernement l'orchestre de conduite du jeu politique, c'est donc le chef de la majorité qui conduit l'action du gouvernement. Sauf le Premier ministre, si il est le chef de la majorité, mais s'il a été désigné par le vrai chef de la majorité, alors ça sera très bien. C'est le chef de la majorité, c'est du FCC, c'est Kabila, l'autorité morale qui est le chef de la majorité. C'est lui qui, n'est-ce pas, a désigné le Premier ministre, qui est, n'est-ce pas, son envoyé. Je ne vais pas dire garçon de course.
Mais, parce que j'ai beaucoup de respect pour le professeur Ilunga Ilunkamba, mais, donc nous sommes dans un régime qui, nécessairement, va évoluer vers un régime parlementaire. Sauf que le président de la République, jouissant d'une légitimité directe sur le plan de texte, la Constitution dit, si l'article dit, je vais lire la Constitution pour que les choses soient claires, en ce qui concerne le gouvernement, le président de la République, il nomme, et en ce qui concerne composé, voilà, les gouvernements définissent, l'article 91, en concertation avec le président, la politique de la nation. Mais qui définit? C'est le gouvernement. C'est concerte avec le président. Et il y a des domaines de collaboration. Donc, c'est un gouvernement qui va fonctionner avec de manière bicéphale. Comment on comprend le verbe concerter ici? C'est quoi l'esprit de la Constitution, de la lettre dans le... C'est-à-dire que le gouvernement doit, n'est-ce pas, partager sa vision, parce que c'est le président de la République qui est le chef de l'exécutif. Okay. Il n'est pas le chef du gouvernement, mais c'est lui qui, n'est-ce pas, préside le conseil des ministres. Donc, il faut, donc le pouvoir est partagé entre les deux. Pour les affaires, notamment, qu'on a vu, les questions de souveraineté, les ministères de souveraineté, régaliens et autres. Donc, nous sommes dans un régime bicéphale. Est-ce que nous avons déjà expérimenté cela dans le passé? On a expérimenté ça, mais de manière négative. Rappelez-vous la situation de Lumumba et de Kasavubu, qui s'est terminée de manière dramatique. Est-ce que l'histoire peut se rééditer? L'histoire est un perpétuel recommencement, à moins que vous preniez des mécanismes de verrouillage. Le coup d'État de 1965, c'est justement cette dichotomie entre un président de la République, Joseph Kasavubu, et une chambre dont il n'avait pas le contrôle et où il voulait imposer un premier ministre Kimba, mais qui a été rejeté par la majorité, blocage. Donc c'est un système politique ou un régime politique, s'il faut l'appeler ainsi, qui a été déjà qualifié à l'époque de conflictogène. Alors, monsieur le professeur, nous sommes devant une situation où le président Félix n'a pas de modèle, en fait. Il n'a pas de modèle sur lequel il peut calquer pour sortir de la crise dans laquelle il se trouve. Comment peut-il s'en sortir si jamais il pense... Pourquoi il n'a pas de modèle? Mais parce que vous dites que le modèle a très mal fini, l'histoire était très mal finie quand on pense... Si on prend le cas congolais, oui, ça s'est mal fini. D'accord. En France, il y a eu quand même des cohabitations, des temps très courts, mais il faut aussi qu'il y a de grandes, de fortes traditions politiques, démocratiques, qui ont pu permettre d'abord à François Mitterrand et à Jacques Chirac de cohabiter. On a aussi eu le président François Mitterrand dans la deuxième cohabitation avec le premier ministre Balladur, ça a plus ou moins tenu. Et puis il y a eu Chirac avec Lionel Jospin. Donc dans ce contexte-là, mais c'était très très difficile parce que si on lit le mémoire et de Chirac et de Balladur, ce sont des régimes de confrontation permanente. Oui. Alors, comment ça va se faire? Bon, s'il y a un deal ou s'il y a un accord qui peut permettre à ce qu'on puisse surmonter toutes ces difficultés, mais vous voyez déjà que depuis une année, nous avons des difficultés à avoir un gouvernement. Et j'ai entendu des gens reprocher au Premier ministre d'avoir dit qu'il va consulter les deux, oui, mais il n'a pas de choix. Est-ce que c'est un débat constitutionnel ou un débat politique? C'est un débat qui est à la fois constitutionnel et politique. D'ailleurs, derrière les droits constitutionnels, la politique n'est pas loin. Certaines personnes estiment qu'il n'y a aucun droit, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucun droit constitutionnel là-dedans. C'est une affaire politique. C'est faux. Alors, mais nous sommes l'article
de la On dit Constitution. qu'il peut consulter n'importe qui s'il veut. Je suis désolé parce que la Constitution vous dit comment le président de la République nomme le Premier ministre. Oui. Il le nomme où? Au sein du Parlement. Au Au sein de la sein- majorité parlementaire. Et qui est le chef de la majorité parlementaire? En ce moment, c'est Kabila, on va dire. Alors, vous voulez quoi? Mais il faut assumer le choix, mes chers frères. Quand vous avez choisi un schéma, il faut aller jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça fragilise aujourd'hui Félix Tshisekedi, sérieusement? Ça ne fragilise pas Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi est dans un système constitutionnel étroit. Ce qu'on appelle même le présidentialisme contrasté. Parce qu'il est obligé de composer avec une majorité qui n'est pas la sienne. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas, c'est la Constitution. À moins qu'il attende une année, qu'il prenne le risque de dissoudre le Parlement, encore qu'il soit sûr que la majorité qui va revenir, ça serait une majorité qui va le soutenir. Alors, mais on accuse, vous, principalement, ceux de la Mouka, je veux dire, on vous accuse, vous, d'avoir bloqué la machine. Si vous aviez accepté la main tendue du président avec le départ de M. Batilou-Kouébou, vous aurez peut-être aujourd'hui 250 députés plus 1 et 2 et l'arrogance du FCC. Il faut arrêter avec ces gribouillages. Oui. Il faut arrêter avec ces gribouillages. Le président Tshisekedi n'est pas tombé du ciel pour être président. Il a dit lui-même qu'ils ont un accord, ils ont eu un accord de gouvernement. Donc lorsqu'ils constituent le bureau de l'Assemblée, est-ce qu'ils ont consulté la Mouka? Lorsqu'ils constituent le bureau du Sénat, ils constituent le Mouka. Donc il faut que les gens s'assument. Mais vous avez tendu la main Je n'ai pas entendu. lors de son discours d'investiture. Mais Il a tendu la main. la politique, c'est pas le discours. La politique, c'est pas le discours, c'est poser le discours, c'est l'agir. Vous avez déjà entendu depuis la dynamique de composition du gouvernement, on a invité les gens de la Mouka pour venir être consultés ou déposer une liste. Vous avez entendu ça? Pas encore. mais- Alors, écoutez, restons dans le fait. Donc, il y a une alliance qui s'est structurée, qui s'est construite autour d'un objectif ou d'un deal. Ils savent où ils vont. Écoutez, il faut tout simplement prier pour que ça profite au Congo, c'est tout. Est-ce que on va prier maintenant, donc. Alors, monsieur le professeur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que quand on a un gouvernement, on n'a pas le contrôle de la défense, on n'a pas le contrôle on n'a pas le contrôle de la défense, par exemple, du ministère de la décentralisation, finance et les autres, est-ce que ça rentre toujours dans les cadres constitutionnels ou ici c'est dans un cadre beaucoup plus de la coercition de l'autre côté? La Constitution vous dit que c'est le gouvernement qui conduit, qui détermine, qui définit la politique de la nation en concertation avec le chef de l'État. Oui. Et cette Constitution vous dit que la défense, les affaires étrangères sont de domaine de collaboration. Mais la Constitution est claire, il vous fixe un cadre d'action. C'est maintenant à l'intérieur de ce cadre d'action que vous déterminez votre marge de manœuvre. Mais il est un fait, l'équipe actuelle aurait pu aller vers une cohabitation, c'est-à-dire que l'ensemble du gouvernement était composé d'une majorité. Mais le président a présenté, je suppose, une politique sur base de laquelle il a été élu. Je ne vais pas au-delà. Maintenant, il faut définir un programme commun. C'est là où je crois qu'il faut rester. Pas dans ces bisbilles autour de qui va prendre ça. Ça, c'est la vision politique de ce qu'on appelle le pouvoir mandocratique du ventre. Qui va prendre ceci ou cela. Mais dans une vision d'un pouvoir transformateur de la société, ça se discute autour du programme, du chronogramme, du budget, des objectifs, de l'évaluation. Nous ne sommes pas encore là. Oui, nous pourrions. Donc nous sommes à l'Assemblée, nous attendons la session extraordinaire pour nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais en attendant, ils peuvent faire leur bagarre de partage de Est-ce que la pouvoir. cohabitation, qu'est-ce qui va être beaucoup plus aisé pour le président Félix Tshisekedi? Est-ce la cohabitation ou la coalition? Ça, c'est une question plutôt politique. Ce n'est pas une question constitutionnelle. C'est donc, c'est lui qui sent que dans une coalition, il peut porter, il peut mieux gérer l'affaire.
Mais il y a deux pays, je vous donne le cas de l'Ukraine dernièrement, le président qui est arrivé, bon, lui il avait une marge de manœuvre pour dire je ne partage pas cette vision, j'ai dissous le Parlement. Ou le président, c'est ce qu'il dit, il est déjà au mois de septembre pratiquement, il a encore 3 mois pour évaluer, il peut dissoudre le Parlement et se donner une majorité s'il est capable de s'en donner. Oui, mais les gens disent que, par exemple, certains constitutionnalistes disent que c'est un piège énorme, il ne peut pas se lancer parce que si ça ne marche pas, c'est une mesure de mise en accusation qui va être activée et il pourra se retrouver évincé. Est-ce que vous pensez que l'hypothèse est trop risquée ou vous pensez qu'il est envisageable? Mais écoutez, les constitutionnalistes ne fonctionnent pas sur base de l'analyse de risque. Le constitutionnaliste fonctionne sur base des certitudes textuelles. C'est-à-dire, moi je sais que la Constitution donne au président la possibilité de dissoudre le Parlement une année après. Mais la dissolution du Parlement, c'est une bombe atomique. Il faut être sûr que cette bombe ne va pas vous revenir. Oui. Alors vous, en tant qu'expert dans la question, est-ce que vous pensez que la bombe va revenir au président ou elle va aller de l'autre côté? Mais aujourd'hui, l'UDPS et sa coalition cash, ça pèse 45 ou 50 députés. Si le président de la République peut, dans ses analyses, se dire que la coalition cash peut passer de 50 à 250 ou 300, il n'a qu'à essayer. Là, quand on parle de 250, on pense à vous aussi, on pense à vous, on pense à beaucoup d'autres. Est-ce qu'une alliance peut-elle être faite entre vous et le président? Ça veut dire le MLC et les autres partis de l'opposition. Est-ce que vous pouvez, si le président vous tend la main, venir constituer une sorte de majorité et redessiner la majorité parlementaire aujourd'hui? Bon, je ne voudrais ni engager les MLC, oui, ni engager la MOUCA. Mais je voudrais simplement dire que Félix, il a été un allié. On a travaillé pendant très longtemps ensemble, aussi bien chez lui à domicile que dans les structures que nous avions au sein de l'opposition. Il a fait partie, n'est-ce pas, du schéma de Genève. Mais à un certain moment, les chemins ont divergé. Et il a fait une alliance avec l'FCC, ça s'appelle Alliance FCC Cash. La question que vous me posez, c'est une question virtuelle pour laquelle je ne vois pas une réponse réelle que je peux vous donner. Nous sommes dans la MOUCA, nous avons été une plateforme électorale qui s'est transformée en plateforme politique. Notre ambition, c'est de construire un état de droit démocratique. Donc, si par la convergence des choses, il arrivait demain ou après-demain qu'on se retrouve, tant mieux. Mais aujourd'hui, la coalition qui est là, c'est une coalition des partages du gâteau entre les FCC et le CASH dans un schéma programmatique dont nous ignorons. Alors, monsieur le professeur, on va peut-être aller vers la fin de l'émission, mais il y a une question qui a dérangé tout le monde, c'est dans une situation où une ministre a dit non au président de la République. Et elle a évoqué que l'ordre était manifestement illégal parce que le président n'avait pas présidé un conseil des ministres au sein duquel la question de nomination devait finalement se poser. Est-ce que, en tant qu'expert de cette constitution et même professeur de droit, la raison est de quel côté? Est-ce du côté de la ministre ou du côté du président de la République? Non, moi je crois que dans un état de droit, c'est-à-dire un état où tous les acteurs sont soumis aux règles constitutionnelles, ce genre de débat ne devait pas avoir lieu. D'abord, il est important que soit respectée la dynamique ou les mécanismes de respiration des institutions. Je veux dire quoi? Lorsqu'on est élu président, lorsqu'on a prêté serment comme président, les actes qui suivent dans la mise en œuvre calendaire des institutions, il faut d'abord passer. Cette constitution a un mécanisme. Donc il faut d'abord désigner un formateur. Vous avez un gouvernement. Le conseil des ministres va fonctionner et vous allez prendre des actes qui doivent nécessairement être délibérés en conseil des ministres, c'est-à-dire partagés par tous. Et vous allez suivre un programme. À partir du moment où nous nous sommes mis dans un schéma dysfonctionnel,
C'est-à-dire qu'il y a un président de la République qui gère avec un gouvernement qui est réputé démissionnaire et qui doit prendre des décisions qui doivent être désignées en Conseil de ministres. À partir du moment où il n'y a plus cette cohérence institutionnelle, mais on arrive, n'est-ce pas, à ces genres de débats ubuesques qui ne doivent pas exister dans un état de droit. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question de façon pratique. Maintenant, parlons de fait. Est-ce que la ministre avait-elle le droit de dire que le président ne peut pas, parce qu'il n'a pas, appelé le Conseil des ministres? Il n'y avait pas ce débat. C'est la Constitution qui le dit. Oui. Il y a les pouvoirs qu'on dit partagés et le pouvoir réservé. Lorsque le président de la République veut donner, selon notre Constitution, il y a les nombres d'ordonnances qui ne sont pas contresignées par un ministre ou par le Premier ministre, dans les cas qui nous concernent, sont limitativement énumérés. Et c'est le nombre d'ordonnances qui doivent nécessairement faire l'objet d'une réunion du Conseil des ministres sont déterminés. Pourquoi le Conseil des ministres? Parce que la prise de décision gouvernementale est une prise de décision collégiale pour assumer de manière collective la responsabilité vis-à-vis du Parlement. La conséquence, c'est quoi? Lorsque vous ne suivez pas ces cheminements, vous arrivez dans un schéma de confusion où, à l'Assemblée, on va traiter le président de mots. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en somme, si le ministre ou le Premier ministre responsable avait contresigné, on n'allait pas parler du président, on allait convoquer ces ministres-là. Mais ces ministres-là n'ont pas été dans un conseil de ministres. Le texte, au départ, on a dit que ça a été contresigné par les directeurs de cabinet. Après, on a dit que le Premier ministre, mais le Premier ministre qui était déjà démissionnaire, est-ce que c'est lui qu'il fallait appeler au Parlement? La Constitution n'en parle pas. La Constitution ne parle pas d'un ministre démissionnaire ou en fonction ou en entrant. Mais c'est là où la dimension politique entre en jeu pour dire, pendant la période de l'interrègne, pendant la période de discussion, il faut se réserver de prendre un certain nombre de mesures qui peuvent mettre à mal l'équilibre de la nation. Et c'est ça, c'est, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la culture de gestion démocratique. Très bien. Alors, monsieur le professeur, on a compris la question, on a compris votre réponse, même si cette position n'a pas été partagée par le professeur Mbata, qui est aussi un je crois et bien d'autres. Le droit, c'est une science humaine, c'est pas une science exacte. Très bien. Donc, il faut respecter le point de vue des uns et des autres. Alors, monsieur le professeur, c'est une question ouverte et directe et qui n'appelle pas, je ne commenterai pas, mais est-ce que vous avez les sentiments que ce Kabila qui gère le pays aujourd'hui? Mais je n'ai pas à avoir de sentiments. Moi, je vous parle de la Constitution. Je crois que je vous ai lu la disposition de la Constitution, mon cher ami. Il est dit quoi? C'est d'abord, la Constitution vous dit, qui, à l'article 78, dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Ok? Donc, qui est le chef de la majorité? Qui a désigné M. Ilunga? C'est vrai qu'il y a eu des concertations et autres, mais en définitive, Ilunkamba est du PPRD, dont le président est Joseph. Donc c'est un membre du parti de M. Kabila, qui est président, qui est Premier ministre. Ça c'est l'article 78. Et je vais plus loin, je vous ai donné l'article 91, il dit le gouvernement définit en concertation. Donc qui définit le gouvernement? Qui définit la politique de la nation? C'est le gouvernement. Donc, nous sommes aujourd'hui, et je vous ai dit à un certain moment, que le régime semi-présidentiel ou hybride ou mixte, c'est un régime à géométrie politique variable sur fond de l'arithmétique politique de la Chambre. C'est-à-dire, lorsque le régime, la majorité glisse du côté du président, ça devient un régime présidentiel. Si la majorité glisse
C'est un régime parlementaire. Et le chef de la majorité parlementaire s'appelle Joseph Kabila. Mais les chefs, ça c'est le chef de la majorité parlementaire. Est-ce qu'il a tous les leviers? Est-ce qu'il n'a pas besoin de l'approbation finale de M. Félix Tshisekedi Kabangé? Est-ce que nous sommes dans une sorte de cogestion où nous avons les leviers de la majorité parlementaire et les leviers de la majorité populaire, si vous voulez? Mais pourquoi vous allez aller trop loin? C'est soit vous faites la cohabitation, Oui. c'est-à-dire le président reste sur une ligne et le gouvernement de la majorité reste sur une ligne, ils évoluent en parallèle, soit alors ils sont dans une sorte de coalition, mais dans une coalition, dans une sorte d'alliage qui n'est pas symétrique. Parce que si la majorité a 42 et vous avez 23, je crois que vous êtes à l'école primaire, celui qui a 42 est plus fort que celui qui a 23. Mais voilà. Même si les décisions dépendent de celui, peut-être qu'il peut avoir 42, les décisions finales. Je vous dis que ça s'appelle un présidentialisme contrasté. Donc, le président de la République, tout ce qu'il peut faire, c'est refuser de signer l'ordonnance. En fait, le jeu, c'est de les amener à regarder dans le même sens, sur base d'un programme commun qu'ils ont élaboré. Mais c'est un régime qui fonctionne. Certains auteurs disent que le président de la République peut devenir un général sans troupes. Et ce qui est très dangereux pour lui. Alors, monsieur le professeur, on va terminer. Vous avez été le premier, si pas parmi les premiers, à fustiger le comportement déjà de la Cour constitutionnelle. Bien avant, je me rappelle, il y a plus de 4 ans ou 5 ans, où vous nous avez fait, je crois, dévoiler un secret. C'était que la Cour constitutionnelle était très mal partie de par son organisation. Disons, de par son organigramme, il y avait des problèmes structurels, il n'y avait pas de chambre d'appel, et que la décision pouvait être rendue, qui pouvait faire mal à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, êtes-vous satisfait de la prophétie que vous avez déjà donnée et qui est réalisée aujourd'hui? Je ne peux pas être satisfait d'être prophète de malheur. Ça, c'est pas vrai. Je voudrais bien être prophète comme Jérémie ou Élisée ou Élie qui parle de la résurrection, de la rédemption. Donc, mais c'est que il faut comprendre. Ce n'est un problème structurel. La justice constitutionnelle, ce sont les juges constitutionnels. Vous connaissez mon approche du droit, c'est l'approche anthropologique. Exactement. Donc, à partir du moment où vous avez désigné des juges instrumentalisés pour être des agents d'exécution, des censeurs au profit d'un pouvoir, vous arrivez à cette situation. Donc c'est une cour constitutionnelle qui a été fabriquée, instrumentalisée pour servir de chien de garde à la dictature. Vous avez parlé de serment d'ingratitude. C'est-à-dire que la question n'est pas la désignation. Parce que si on prend par exemple la Cour suprême des États-Unis, elle est pratiquement désignée par le président des États-Unis, même s'il y a un débat par ailleurs au niveau du Congrès ou du Sénat pour valider ou discuter de ces choix présidentiels. Mais depuis que notre cour est là, vous allez, il y a la revue très intéressante, l'annuaire de la justice constitutionnelle, qui est publié par le professeur Kumbu, a fait l'autopsie de juges qui ont été nommés lors de la première tournée en 2015, et même ceux qui ont été désignés en 2018. Mais dans leur choix, dans leur profil, dans leur comportement, il n'y a rien. C'est les croupions de la Cour suprême justice du monopartisme. Donc, ils sont là comme de chiens de garde, agissant sur commande. Arrêt, comme dit le professeur Ngodakoy, ils sont chargés de rendre des arrêts sur commande, à lever Bemba, à lever Mouzitou, et ils sont même prêts à massacrer le droit. Et on l'a vu dans les contentieux électoraux, tout comme dans d'autres contentieux, des réponses ambiguës, tout simplement pour justifier, ils sont là comme garde
d'un pouvoir autocratique d'un homme. Nous vous avons vu à la Cour constitutionnelle aussi, la même chose, pour aller défendre sinon les députés du MLC qui s'étaient vus chassés, on va le dire comme ça, évincés par la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que vous pensez que le problème va se limiter à réhabiliter les députés qui ont été invalidés, ou le problème est profond, c'est la réforme de l'appareil judiciaire et comment? Je crois que je suis allé à la Cour pour rencontrer le président Luamba, envers qui j'ai beaucoup de respect, parce que, vous savez, moi je suis fils d'un magistrat, et Papa Luamba, c'est parmi les premiers magistrats qui ont été nommés à la sortie de l'ENDA, dans les années 68-69, lorsque on a commencé la réforme de la justice. Mais aujourd'hui, au-delà de la Cour, qui est l'expression de cette béance ou de cette dérive, c'est l'ensemble du processus de l'appareil judiciaire. J'ai suivi les magistrats dernièrement faire la grève, mais il y a un travail d'introspection, à la fois aussi au niveau de nous, les institutions, les législateurs, mais encore une fois, moi je suis dans l'approche anthropologique. L'indépendance du juge, l'impartialité du juge, la neutralité des juges sont des qualités éthiques. Ce sont des qualités personnelles. Lorsque les juges constitutionnels obéissent à des injonctions comme un garçon de course, qu'est-ce qui n'a pas sa place là-bas? Si la Cour qui doit protéger la Constitution devient un outil de parjure et de destruction de la Constitution, qu'est-ce qu'il a encore à faire, ces juges-là? À se casser? Alors comment ça va se passer la rupture si le président n'a pas le contrôle de ces juges-là? Est-ce que constitutionnellement, le président a-t-il le moyen juridique d'émettre un juge? Comment ça peut se passer pour reformer finalement cet appareil judiciaire? Mais je vais parler au plus haut sommet, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. On n'a pas demandé au président de révoquer le juge parce qu'il n'a pas la Constitution. On a demandé à la Cour de se démettre, point barre. Puisque la démission est prévue comme un mécanisme. Oui. Mais si ils arrivent à démissionner, mais ils vont être remplacés par d'autres juges qui n'ont peut-être pas l'éthique, qui n'ont peut-être pas la moralité, comment faire alors? Mais à ce moment-là, on pourrait peut-être être beaucoup plus regardant sur la procédure de désignation. Je voudrais prendre par exemple le processus de désignation au niveau de l'Assemblée. La Constitution, les règlements intérieurs dit que ils sont désignés par les deux chambres. Mais il y a un processus, et heureusement dans les règlements intérieurs aujourd'hui, on a essayé d'écrire. Mais en fait, ils étaient désignés par qui? Par le président de l'Assemblée seul et le président du Sénat seul, qui prenaient leurs clients pour les envoyer là-bas. Donc, que font les assemblées? Dans la précipitation, on vous cite un nom et puis la majorité, Gaudio automatique, dit oui. Donc il n'y a pas, comme dans d'autres parlements du monde, ce qu'on appelle les commissions qui doivent entendre, qui doivent recevoir les dossiers et qui viennent présenter à la plénière. Voilà le genre que nous avons reçu, les candidatures, nous avons fait. Ça, c'est au niveau de l'Assemblée. Oui. Au niveau du Conseil supérieur de magistrature, il y a même là violation de la loi. Ces gens qui sont désignés ne passent même pas par l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Et on ment, vous vous imaginez, à ce plus haut niveau, pour dire l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature entendue. Alors qu'il n'y a jamais eu. C'est de la fraude. Et cette fraude continue. Lorsque vous allez à la Cour constitutionnelle, on vous dit, 3 ans après, il faut tirer au sort. Et d'abord, on refuse de tirer au sort. Et puis, le jour du tirage au sort, il y a 2 qui disent que, bon, une péto, 2 ont démissionné. Et comme un est mort, donc, la nature a tiré au sort, donc on ne tire pas au sort. Donc, on viole la Constitution. Alors, une cour qui est irrégulièrement constituée, sur le faux et les mensonges, peut-elle produire du vrai? Alors, si une cour constitutionnelle pose des actes pareils, viole la loi à ces niveaux, qu'est-ce que l'on peut attendre des tripets, des tribunaux, des cours, des tribunaux? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un impératif de réformer l'appareil judiciaire carrément? Totalement, oui. Totalement.
j'ai défendu ça, j'ai écrit ça, et je l'ai dit très souvent. Il y a même au niveau du ministère de la Justice, il y a eu des états généraux de notre justice, on a fait le constat. Maintenant qu'il n'a pas la justice entre ses mains, est-ce que vous pensez que la réforme, on peut dire au revoir à la réforme? Mais écoutez, moi, le paradoxe que j'ai, est-ce qu'on peut demander à ceux qui sont les auteurs du mal de détruire le mal? Je comprends pas. Moi également, la logique, je ne la comprends pas. Oui, Comment ça va se passer Donc, c'est comme on dit, est-ce qu'on peut demander aux poissons de voter un budget pour acheter les hameçons? Il ne fera jamais, parce qu'il sait que c'est lui. Alors, monsieur le professeur, terminons. Le dossier Lamouka, on va terminer. Oui. Est-ce que Lamouka n'a pas tourné le dos au combat de la vérité des urnes pour le changer finalement au combat de l'intérêt du peuple? Je ne crois pas. Je crois pas. Parce que la question aujourd'hui, c'est la défense, l'émergence d'un état de droit démocratique. Et cette question ne se pose pas simplement en 2018, comme on l'a dit, ça se pose depuis 2006, depuis 2011 et 2018. Donc, il était important que nous puissions tous dire que la question de la vérité des urnes, je suis concerné à titre particulier en 2011, en 2006, c'est comment asseoir un processus électoral sincère, véridique, susceptible d'asseoir un régime politique, un système politique qui peut amener la nation vers le développement. C'est la question fondamentale. Alors, cette question va au-delà de la personne de Martin Fayoulou, va au-delà de la question de Jean-Pierre Bemba. Si la question de la vérité des urnes n'est pas simplement liée au contentieux des résultats, c'est aussi le contentieux des candidatures. Pourquoi on a fait partie de la candidature de Jean-Pierre? Comment on a fait partie de la candidature de Mouzit? Et pourquoi on a gardé d'autres candidatures? Donc, le faux est immanent. Le faux est capital. Donc, on continue à espérer, à défendre, à ce que nous puissions tous avoir un processus électoral, un système électoral, des organes électoraux, on en a discuté, une loi électorale, un fichier électoral, qui peut amener le Congo à trouver un régime politique. Pourtant, vous n'imposez pas ce débat au sein du MLC, vous n'imposez pas le débat au sein des partis politiques. Aujourd'hui, tout le monde tourne autour de qui va être ministre, qui ne va pas l'être, et puis on va se réveiller. Mais là, les élections. Non, je ne sais pas si vous suivez l'histoire du MLC, oui. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de départs, oui. Mais ces départs sont dus justement à cette conception du pouvoir ventral ou mandocratique. C'est-à-dire, à chaque mouvement de nomination, les gens disent on va au gouvernement, mais vous dire en fait on va à la soupe. On s'étonne même que vous ne soyez pas secrétaire général, que vous ne soyez pas celui qui va plutôt parler au nom pour le compte du MLC, c'est Madame Bazaïba. Oui, et puis, mais elle a des atouts. Pourquoi? Dit par beaucoup de personnes, par votre porte-parole même du MLC, qui s'est livré à un débat à la télévision et à la radio. Il faut respecter les états d'âme et les émotions des C'est pas la discipline du parti, de toutes les façons. Le parti assure sa discipline aussi. Donc, la question fondamentale, hein, je crois que nous étions en train de parler au début ici. Oui. Le cycle électoral. Non, pas le cycle électoral. Quel est l'élément déstructurant de cette nation? Nous avons dit le mal est d'abord politique, c'est la conception du pouvoir que nous avons. Il y a un déficit idéologique manifeste la plupart des partis. Un État qui a 1000 partis, ce n'est pas la vitalité démocratique, c'est la pathologie. C'est une fragmentation qui démontre que le corps est totalement en déconfiture.
vous avez des regroupements opportunistes qui éclatent pour 2 ou 3, 4 postes. Ce n'est pas de la vitalité, mais c'est de la pathologie. La pathologie, vous avez, je n'ai jamais vu un pays où un gouverneur ou un parti va marcher pour réclamer ses 4 ministres, ou un autre qui dit que nous aussi on va marcher pour avoir les 4 ministres, il y a 2 ans. Non, ça doit nous interpeller pour dire, c'est ce que vous avez dit, il faut construire des structures politiques viables. La qualité d'une démocratie, c'est la qualité de ses partis politiques. Quand vous voyez aujourd'hui l'Afrique du Sud qui tente de tenir, c'est grâce à l'ANC et à la qualité de ses hommes politiques et autres, même s'il y a de pourris, mais un parti qui peut faire son hygiène politique de manière sereine et se reconstituer. Mais la plupart de nos partis, ce sont des partis monopersonnels à direction atomistique et confisqués par un homme qui en fait son affaire. Et cette absence de démocratie dans le parti, absence d'idéologie dans le parti, retentissent, n'est-ce pas, sur l'ensemble du jeu politique qui devient flou et qui devient tout juste un lieu de positionnement des personnes, et même aujourd'hui, ce qui est dangereux, des familles. Vous voyez, un président, vous êtes élu député provincial, vous laissez à votre femme, vous devenez député, vous laissez à votre fils, vous devenez sénateur, vous laissez à votre deuxième femme, et puis après, vous-même, vous devenez ministre et vous constituez un gouvernement dont le secrétaire particulier est votre fille, le chargé de mission. Et vous voyez comment est-ce que la consanguinité tue. Le parti tue l'État. L'État lui-même, l'État devient anémique et pathologique et finalement chaotique. Est-ce que vous ne regrettez pas la perte de l'Équateur, monsieur le professeur, le MLC? Le MLC n'a pas perdu l'Équateur. Mais vous n'êtes plus si grand comme avant. Aujourd'hui, il faut dire que le a pris un peu de l'épaisseur, il a mené un gouverneur, et vous continuez à perdre cela. Monsieur Makila qui va contre le MLC, Jean-Lucien Boussa qui va contre le MLC. Est-ce que vous ne craignez pas finalement une atomisation, comme vous allez bien le dire d'ailleurs, de votre parti? Non, il était fait que en 10 ans d'absence du président, oui, et surtout la vision que nous avons du pouvoir, un pouvoir transformateur de société, il est peu probable que ceux qui aspirent au pouvoir jouissif, j'ai entendu les gens dire, Mbisi Landaka, mais Bisozaba Mbisité. Vous voyez, moi je suis un homme, je ne suis pas un poisson. Donc je suis un acteur politique. Enfin, nous voulons faire du MLC un outil de transformation de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Beaucoup de ceux qui sont partis, c'est un des partis qui a subi le plus grand assaut pendant 10 ans. Le président national du parti a fait 10 ans en prison, condamné à 18 ans. Donc beaucoup de gens ne donnaient pas de chance au MLC. Mais nous avons résisté en 2006. En 2011, nous avons résisté. Nous étions premier parti de l'opposition en 2006. L'UDPS n'était pas là. En 2011, nous participons sans notre président. Nous sortons deuxième parti de l'opposition. Et dans le top 10, en 2018, nous sommes là avec plus ou moins 22 députés et nous sommes pratiquement le premier parti de l'opposition. Parce que je suis fier d'être dans la Mouka, mais dans la Mouka, c'est essentiellement de regroupement. Mais un parti politique, à part peut-être le PPRD, qui est parti aux élections seul et qui a eu le seuil, c'est l'MLC. Okay. Donc nous ne sommes... Non, nous sommes... Pas l'UDPS? Non, l'UDPS est allié. Oui. C'était un regroupement. D'accord, mais vous... Nous sommes partis comme MLC. Et vous avez 22 députés? Nous avons, nous seuls, 22 députés. Donc, au sein de l'opposition, il y a la coalition La Mouka. Dans la coalition La Mouka, vous allez trouver ensemble, ce qu'on appelle ensemble. Il y a la dynamique, l'ensemble, il y a G7, l'autre. Il y a la dynamique de l'opposition de Martin Fayoulou. Il y a Arc-en-Ciel de Mabaya. Oui,
Mais ce sont des regroupements politiques. Et vous savez la différence, c'est pas à vous que j'apprends la différence entre le regroupement politique qui est une association à un moment donné à but électoral et un parti politique qui est une organisation structurée et autonome. Donc, mais ce que vous dites est vrai. D'abord, l'MLC, nous avons encore des difficultés à nous implanter. Nous avons de structures sur l'ensemble du territoire, mais nous avons le gros de nos députés essentiellement à l'Est. Nous avons aujourd'hui des députés à Katanda, l'honorable Madimba, mais nous avons perdu beaucoup de bastions, notamment au Katanga, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu. Et c'est ça les défis que nous avons, de reconquérir l'espace Donc, politique. vous souhaitez peut-être le fait d'être secrétaire général? Non, je crois. En fait, le problème ici chez nous, les gens aiment trop les grades. Non, mais parce que si vous êtes là, vous allez peut-être appliquer votre politique à vous. Non, je n'ai pas tout le pas. Il y a un président national qui est sorti de la prison. Donc nous sommes heureux qu'il prenne les choses. La secrétaire générale assumait l'intérim du président qui était empêché. Elle a votre confiance? Madame Kabazaïba. Oui. Mais puisqu'elle a la confiance du chef, pourquoi elle n'aura pas la mienne? D'accord. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Alors, nous allons passer à l'autre dernière étape. Monsieur le professeur, vous allez regarder la caméra et vous répondrez simplement aux questions, sans commentaire. Et donc, monsieur le professeur, est-ce que vous pensez être ministrable aujourd'hui? Non. Si le président Félix Tshisekedi vous invitait à diriger un ministère, accepteriez-vous? Non. Monsieur le professeur, quel est le parti le plus dangereux au Congo aujourd'hui? Joker. Quelle est l'alliance la plus dangereuse aujourd'hui? Elle est là. Laquelle? Et celle qui gouverne. Alors, quelle est la personne la plus dangereuse au Congo aujourd'hui? Je ne juge pas les gens sur ce genre de termes. Quelle est l'institution la plus dangereuse? Il n'y a pas d'institution dangereuse, il y a ceux qui animent les institutions qui sont dangereuses. Y a-t-il possibilité que Joseph Kabila Kabange revienne président de la République en 2023 ou en 2028? Notre constitution dit qu'on est élu président pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Point. Donc, nous sommes dans la logique des États-Unis. Nous ne sommes pas dans la logique française où il s'agit de mandats successifs. Il s'agit de 2 mandats. Donc, qu'on s'appelle Obama, ou qu'on a été les meilleurs présidents des États-Unis lorsqu'on a fait 10 ans, eh bien, vous devenez sénateur à vie, qui est un mandat impératif, s'il faut l'appeler ainsi, viager, dont vous n'avez pas la possibilité de vous débarrasser. Or, ces statuts vous empêchent d'être président de la République. Quelles leçons donnez-vous au peuple, aux dirigeants et à la communauté nationale pour la survie du pays et le développement de l'RDC? Aimons le Congo, transformons le Congo. C'est notre mère patrie. Merci. La seule. Merci, monsieur le professeur. On n'en a pas deux. Un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui, pour la première fois d'ailleurs. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci, monsieur le professeur. Vous êtes toujours fringant, physiquement et surtout intellectuellement. Merci, monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. C'est toujours été l'honneur de recevoir des savants, des gens qui vous ont enseigné à l'université. Et c'est toujours un honneur de poser à ces mêmes personnes des questions sur l'actualité et des questions pratiques. C'était un honneur. Vous êtes professeur de droit, des sciences, je ne sais pas. Passer à l'émission, c'est exclusivement pour ceux-là qui ont écrit, qui ont inventé, à qui nous pouvons opposer certaines pressions de la pratique. C'était un grand honneur. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci, monsieur. Ça va? Patron n'a pas ça. Et si Malisouté. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission na topé ça aux autres comme il faut. Place nous a les société. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On a bacha manina kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment vous êtes? Ah ouais. Vraiment.
ça. Et en plus, nayo qui est commis partout en Europe, dynamique Congo commis partout en Europe. Comment coquette, ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles, et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.